Bonjour à tous, très content comme d'habitude de vous retrouver sur la chaîne Basket Session pour un nouvel épisode du CQFR. Surtout que hier, Shai, on avait le droit au choc des titans NBA. Voilà, un duel entre les Sixers et les Nuggets. Victoire de Philadelphie 126-121. Mais qui dit duel entre les Sixers et les Nuggets, on pense surtout un peu au match dans le match. Voilà, pour reprendre cette expression, entre Joel Embiid et Nikola Jokic, les deux derniers MVP. Alors non seulement Embiid est reparti avec la victoire pour son équipe, mais en plus c'est lui qui a le plus impressionné, qui a le plus dominé. Il sort une ligne de stats assez folle. Encore une fois, 41 points, 7 rebonds, 10 passes. C'est son 17e, son 18e match de suite, avec au moins 30 points. Joel Embiid 41 points. Comme la nuit précédente, au final, il enchaîne deux perfs de suite à 41 points. C'est quand même une sacrée machine. Shai, comme on le disait déjà dans le CQFR de lundi. Mais là, face à Jokic, forcément, ça donne un petit côté en plus à cette performance. Ouais, forcément, on avait les yeux rivés dessus. Il y a une espèce de rivalité. Puis il y a aussi les histoires d'évitement de l'un et de l'autre pour pas s'affronter depuis quelques années. Volontaire ou pas, hein, c'est des joueurs qui ont aussi eu des pépins physiques, donc ça peut se comprendre. Embiid est tellement dominant cette année quand il joue que c'est l'année où il y a une limite de match d'éligibilité qu'il est presque le plus dominant, je trouve. Et à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est juste inarrêtable, quoi. Il roule sur les équipes. Là, dans une opposition comme ça, il a encore été assez incroyable. Avec une facilité enfin, presque supérieure à celle de l'année précédente où il est MVP et presque comme jamais dans sa carrière, je trouve. Je le trouve bluffant en fait. Embiid, tu sais, il y a c'est ce que je disais, cette sérénité là et cette facilité à scorer. Bon là, pour le coup, il est pas tombé sur. C'était pas un match très très défensif, hein. Les deux équipes ont été ultra à droite. En ça, c'était pas l'atmosphère playoff avec du jeu très très dur défensivement, surtout le début de match. Enfin, je crois que donc les Sixers shootent à combien? 56% en tout, au final? 56% au tir, 48% à 3 points. Effectivement, les Nuggets ont été à droit aussi. Ouais. 50% au tir, 41% à 3 points. Et ouais, les Nuggets perdront pas beaucoup de matchs en shootant à 50%, donc c'est un peu. Je pense que c'est une anomalie, mais oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre qu'Embiid qui est dominant comme ça dans un grand rendez-vous et il va falloir garder en ligne de mire ce nombre de matchs, cette fameuse éligibilité pour. T'imagines si à un match près il passe pas le cut mais qu'il tourne mais qu'il refait des matchs à 40 points, à 15 rebonds tout le temps et qu'il gagne tous les match-ups contre les adversaires directs dans la course au MVP, ça fera bizarre. On n'en est pas du tout encore là, mais voilà. Joel Embiid extrêmement impressionnant. Non, mais tu as raison, c'est une vraie possibilité parce qu'en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il est là, c'est le MVP. Ça coule de source presque, tu vois. Mm. C'est le grand favori, c'est lui qui a les stats et qui a la prestance, la domination à chaque fois qu'il est sur le terrain. Tu as raison, je pense qu'il est plus fort qu'il ne l'a jamais été. Sans doute une forme de libération mentale aussi après son MVP de l'an dernier, Mm. avec le départ de Doc Rivers, l'arrivée de Nick Nurse avec qui il s'entend bien. Je pense qu'il se sent plus apaisé que jamais et du coup aussi plus fort que jamais. Maintenant, ouais, il y a une nouvelle règle et puis même s'il en joue 66, bon, s'il en joue 66, la limite est à 65. J'imagine que s'il en joue 66 et qu'effectivement ça reste dans la même lignée des performances actuelles, bon, ils lui donneront le MVP. Mm. Mais ça peut être aussi un argument des fois de se dire, bah voilà, lui il a manqué 16 matchs, l'autre il en a manqué 3. Bon. Après, son avantage, c'est que les stars généralement manquent un peu plus que 3 matchs. À part éventuellement Tatum, qui peut être un candidat, ou chez Gildeos Alexander, dont on parlera tout à l'heure. Mais oui, oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur joueur du monde, mais c'est le meilleur joueur de la ligue en ce moment, en fait. Mais c'est la question, ouais, c'est vraiment la domination et la facilité avec laquelle il pèse sur les matchs. Parce que Jokic, bon, on est d'accord, hein, c'est une autre forme de domination. D'ailleurs, il a été bon, hein, cette nuit. Il s'est pas fait manger par Embiid. C'est juste que il a un style de jeu où il a moins besoin de mettre 30 ou 40 points. Il a fait jouer les autres. Alors, il a fait moins de passes décisives que d'habitude, donc enfin, c'est toujours remarquable quand il est en dessous de ses standards à la passe. Mais il a pas été mauvais, hein. C'est Embiid est dominant et il y a pas grand chose à dire de plus que ça. Il est moins en plus dans le. Tu sais, j'ai l'impression que ses performances elles sont un peu moins théâtrales. Il y a moins de. Oui, c'est moins recherché. C'est moins recherché. Il recherche moins à attirer l'attention et en fait il en est que plus fort. C'est bizarre, hein. Et il est bien entouré aussi parce que Tyrese Maxey cette nuit et Tobias Harris font des bons matchs.
Donc il est dans un fauteuil. Il y a juste la même interrogation que d'habitude, c'est est-ce qu'il va pas avoir un pépin physique au mauvais moment? C'est juste ça, quoi. Non, moi je vais plus loin que ça. Je trouve que c'est trop simple de justifier, si je peux me permettre, les playoffs de Joel Embiid par la santé. C'est pas que ça pour moi. Ouais. Ça va plus loin. C'est vraiment pas que être à 100%. Je pense que son rendement et on l'avait déjà montré une fois en sortant ses stats en playoff et c'était pas toujours parce que enfin, à un moment, s'il est là, bien sûr qu'il y a peut-être une petite douleur, mais Jimmy Butler aussi. Toutes les superstars, en fait, à ce stade de la saison, elles ont des petites douleurs. Sauf que Embiid, du côté des Sixers, on prend bien soin de le mettre en avant en disant, bah voilà, il y a le genou, ah, mais il est là quand même. Ah, oui, ok, toutes les stars à ce stade de la saison sont blessées. Par contre, il y en a pour qui le jeu euh, c'est pas qu'Embiid il se cacherait en playoff, c'est absolument pas ça que je veux mettre en avant, c'est qu'il a un style de jeu. Alors, a priori, sur demi-terrain, ça colle avec les playoffs, mais Embiid, il se repose, il shoot énormément de lancers francs. Là, il tire 15 lancers francs. En playoff, il n'aura pas 15 lancers francs. En tout cas, il l'aura sur certains matchs, mais en playoff, on sait que ça joue plus dur, que ça autorise un peu plus certains à dépasser, entre guillemets, certaines limites. Embiid, il aura moins de coups de sifflet, il aura plus de frustration, il n'a pas toujours bien géré la frustration. Embiid, il avait tendance à vouloir beaucoup le ballon, ce qui est logique pour les superstars. Et du coup, ça ralentissait un peu le jeu, ça rendait les Sixers prévisibles en playoff à plein de reprises. Donc, c'était pas juste la santé. Il y a un truc sur les playoffs. Et moi, du coup, je me demande pas juste est-ce qu'il sera à 100% en playoff, je me demande est-ce qu'il pourra reproduire le même niveau de domination en playoff. Je pense qu'il en sera évidemment pas loin, que ce sera un joueur extrêmement fort en playoff. Par contre, d'une manière ou d'une autre, je pense que les Sixers, même si Embiid était très 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 fort, bah, malheureusement, il y a des moments où ça manquera peut-être un peu de talent autour, mais c'est une très belle équipe qui a une carte à jouer et qui peut enfin peut-être passer le second tour à l'Est. Mais je ne mettrai pas tout sur la santé, honnêtement. Ouais, on avait déjà eu ce débat de toute façon, hein, mais c'est juste que factuellement, il n'y a pas une saison où il n'a pas un nez pété, un genou gonflé. Donc t'as raison, hein, la plupart des stars, bah voilà, même Butler l'année Depuis dernière. 2016, je suis sûr, il y en a bien eu une où il était à 100%. Pardon, Oui, ou proche des probablement. 100%, tu vois. Oui, peut-être. Mais c'est cette impression-là qu'à chaque fois, voilà. On verra, comme tu as dit, c'est la saison où il y a peut-être le moins d'attente sur lui parce qu'autour, ils n'ont pas réussi ou pas voulu essayer de reprendre une autre star avec le départ d'Arden. La montée en puissance de Tyrese Maxey aidant évidemment, mais ça va, ouais, c'est intriguant. On a hâte d'être un peu plus loin dans la saison pour voir ce qu'il en est. Je viens de voir, Joel Embiid il a perdu plus de séries de playoffs qu'il en a gagné depuis le début de sa carrière. Ouais. Il a joué 11 séries de playoffs. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas au moins une fois, enfin, quelques séries où il n'était pas à 100%. Il en a perdu 6. Ils ont tout changé autour de lui. Le coach, les stars, plusieurs coachs. À un moment, et c'est pas une fixette sur Embiid parce que je sais que des fois, en fait, c'est juste, je me fais des fois, j'ai envie de rétablir une espèce de forme de ce que je considère comme une vérité en fait. Après, c'est subjectif, hein, j'ai peut-être tort. Euh, Si des fois je trouve que les gens sont injustes sur Embiid, bah, je défendrai sans doute Embiid. Mais voilà, il a eu des opportunités. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Par contre, je pense qu'il est plus mature que jamais et ça va être intéressant. Je pense que là, de toute façon, lui, dans sa tête, il l'a bien fait comprendre. Tout ce qui compte, c'est les playoffs. La saison régulière, bah, c'est l'attente, c'est la montée en puissance jusqu'aux playoffs. Et je pense que lui sait que c'est sur les playoffs qu'il faudra le juger. De toute façon, on le répète souvent sous les Sixers, c'est pas une équipe qu'on peut vraiment juger en saison régulière. Ouais. Comme la plupart des grosses équipes d'ailleurs. Allez, on peut passer à un autre match. Il y avait que 3 matchs, mais c'était 3 très beaux matchs. Pour le coup, les Clippers ont battu le Thunder 128-117. Superbe fin de match, incroyable Paul George. Paul George, énorme. Déjà en deuxième mi-temps, mais particulièrement dans le quatrième quart-temps. Il a mis 18 de ses 38 points dans le quatrième quart-temps. Il a relancé la machine Clippers quand le Thunder est repassé devant à 3 minutes de la fin. Il y a plein d'équipes qui seraient écroulées. Et Paul George a relancé tout. Et ce match est intéressant parce qu'on parle de candidat au MVP. Shai, je vais te lancer là-dessus. C'est la deuxième défaite de suite pour le Thunder. Bon, alors, ils ont joué 2 fois en 2 soirs. Et c'est le deuxième match de suite où Shai Gilgeous-Alexander, qui, je le répète, a été mon favori de la deuxième partie de saison là, sur le MVP, ça fait 2 fois qu'il shoot sous les 50% et qui, surtout, si tu veux, je vois ce match, ça aurait pu être une opportunité, alors il y en aura d'autres, de faire un. Il l'a déjà fait d'ailleurs, il l'a fait par exemple contre les Nuggets, de faire un espèce de splash et de faire une perf de MVP, tu vois. Le genre de match où tu te souviens, dans ce match, chez Gilgeous Alexander, il est là, il a mis ses 36 points, il a amené le Thunder à la victoire.
Et là, non, tu vois, il est limité à 19 points et du coup, défaite du Thunder contre les Clippers. T'as raison, il a pas. C'est toujours surprenant du coup quand il est pas hyper efficace. Et là, ça a été le cas. C'était un festival Paul George, la fin de match. Tu le citais à juste titre hier dans la late session, dans les joueurs que tu préférais regarder. Et là, c'est typiquement le genre de performance où. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il met un paquet des derniers points des Clippers hein, sur les 18 ou je sais plus combien de derniers points. Il en met une dizaine. Enfin, il était vraiment chaud. Et c'est lui qui a un peu qui a éclipsé toute la fin de match. Pour revenir à Shea, t'as raison. C'est sûr que c'est le genre de match où on l'attend et c'est plutôt Jalen Williams qui a été bon, je trouve. Shea n'est pas le seul à être passé à côté, hein. Enfin à côté, tout est relatif, mais Chet Holmgren par exemple a fait l'un de ses rares mauvais matchs, je trouve, dans la saison. Euh, mais ouais, oui, quoi dire de plus que Shea a pas forcément été au top niveau comme il a pu l'être plus tôt dans la saison. Après, il y a peut-être un moment où il y a des courtes fenêtres où il sera moins bien, mais globalement, il y a toujours cette régularité. Faudrait voir si à un moment il a comme ils appellent ça, une slump, un petit passage compliqué où il a 4 5 6 matchs où il shoot pas bien, où il a moins d'efficacité, il se met à perdre des ballons, pour voir comment il réagirait. Là, bon, c'est un adversaire fort quand même, c'est une équipe toujours très en forme. C'est pas scandaleux quoi. Les Clippers sont très très durs à jouer. OKC, bah là pour le coup, c'est vrai que j'invoque à chaque fois le fait que c'est pas vraiment une équipe de jeunes, mais parfois quand t'enchaînes les matchs très très durs contre des équipes fortes, c'est forcément parfois peut-être la jeunesse aussi peut entrer en ligne de compte. C'est pas c'est qu'un léger c'est pas une défaite très très grave je pense pour Casey qui va dans tous les cas rester assez haut et ça montre juste que les Clippers faut vraiment compter avec eux là sur la deuxième partie de saison ils seront dans le top 3 top 4 même plus haut ils vont embêter du monde encore je pense. Je crois que c'est l'équipe qui a le meilleur bilan à l'Ouest depuis le passage de James Harden seul dans le 5 Ouais. majeur dans Westbrook. Mais oui, je pense que c'est pas une défaite décourageante hein, pour le Non. Thunder. Honnêtement, ils sont revenus. Alors, ils étaient menés de 11-12 points au début au cours de quatrième quart-temps. Ils sont revenus, ils sont repassés devant avec un Jalen Williams qui, honnêtement, lui est vraiment en train de monter en puissance. Ouais. Euh, Tu vois, je disais Holmgren est le deuxième meilleur joueur du Thunder. C'est peut-être quand même Jalen Williams. Autant dans la création pour lui, mais aussi pour les autres. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon la balle en main. Il s'est comporté comme un patron. C'est lui qui ramène le Thunder devant, donc à 115, 114, je crois. Sauf que derrière, Paul George met un panier avec la faute, met 2-3 points, vole un ballon à chez Gilgeous-Alexander, met un dunk en contre-attaque. Enfin Ouais. bref, il a enchaîné On a eu du très grand Paul George dans le final. 38 points de Paul George, je ne sais plus si je l'avais dit. Il y a 16 points de Kawhi Leonard et James Harden. Après, oui, tu l'as dit, hein, les Clippers, c'est vraiment une très très bonne équipe. Il y avait une ambiance playoff un peu. Les deux équipes ont été très, très à droite, ça a très bien joué. Mais les Clippers, c'est vraiment une très belle équipe qui a de grandes choses à jouer, je pense, cette saison. Ils jouent Ouais. encore sans Zubac, mais J'allais comme dire dit, ça, j'allais dire que ça passe mis c'était 14 points. c'est ça, j'allais dire que c'était à signaler quand même Zubac qui va manquer un mois a priori, 4 semaines d'absence. C'est pas anodin, mais là cette nuit ils ont très bien ils ont réussi à jouer à gagner sans Zubac, mais voilà ils vont du coup utiliser un peu d'autres armes et impliquer d'autres joueurs, mais ils sont parfaitement capables de résister à ça. Et l'autre nouvelle qu'il y avait dans la nuit autour des Clippers, ils en ont fait une semi-conférence de presse cérémonie. Il y avait Adam Silver qui était sur le chantier du Intuit Dome, la future salle des Clippers qui accueillera le All-Star Game 2026. Donc, avec des nouvelles sur les tribunes, ils veulent faire le fameux mur de supporters Ouais, comme à Dortmund. comme le Borussia Dortmund, ou un truc hyper sélectif où t'as pas le droit de venir avec un maillot d'une équipe adverse, t'es obligé d'être aux couleurs des Clippers. Voilà, il y a plein de projets autour des Clippers ça bouge pas mal quand même ces derniers jours parce qu'entre les prolongations, la prolongation, la peut-être future prolongation de Paul George, tout ça, il y a voilà, c'est une bonne période là, pour les fans des Clippers alors que c'était pas si certain il y a pas si longtemps. Yes, yes, c'est sûr que là, ça relance presque toutes les. D'ailleurs, Harden a dit qu'il voulait qu'il garde l'ossature. Mm. Hein. On se demandait est-ce que c'est un peu la dernière saison, et c'est vrai que Kawhi, comme tu as dit, a prolongé. James Harden veut rester. Paul George va rester. Je pense ils se rendent compte qu'ils ont quand même une très bonne équipe et ils vont tenter le coup. Voilà, ils ont peut-être, je sais Ouais. pas, une fenêtre sur 2 ans avant que les mecs soient vraiment trop vieux. Tout dépend comment leur corps réagisse. Mais, Et, euh, mais et- oui, ce qui se passe est plutôt intéressant. ouais, juste un tout petit truc sur Harden, j'y pense parce que du coup,
on a tellement été sceptique et pas toujours très sympa avec James Harden. Mais la petite news d'hier sur le passage d'Ivica Zubac dans le podcast de Paul George, je trouvais le passage sur Harden très intéressant parce que Zubac, qui parle d'ailleurs un anglais assez incroyable pour un mec qui a pas fait la fac ou le Zéro lycée, accent. incroyable. Seul mec de l'Est qui est pas Ah un... non, après sur le coup je me dis mais attends c'est Zubac ça quand j'entendais le truc et donc pour revenir à ce qu'il disait sur Harden il dit le premier jour il est venu me voir en me disant bah on reste après l'entraînement on travaille 20-30 minutes sur notre relation pick and roll et tout et Zubac il dit bah moi je pensais que c'était les premiers jours il voulait un peu faire copain montrer qu'il créait des relations avec les gens sauf que là ça continue et après chaque shooter round chaque entraînement il prend Zubac, il y a Tice, enfin, et plein de joueurs, plus des role players évidemment. Et Harden continue de les prendre 20-30 minutes après pour travailler le pick and roll en particulier et développer la relation qu'ils n'ont pas pu faire pendant le training camp parce qu'il n'y a pas participé. Mais ça montre un état d'esprit intéressant quand même. Il a vraiment envie que ça marche et ça se traduit sur le terrain parce qu'il y a de l'alchimie, il y a toutes ces choses-là qu'on voit et c'est visiblement à l'initiative de James Harden. Donc je pense qu'il faut lui accorder ce crédit-là. Yes, t'as bien raison. Allez, passons au troisième match de la nuit, celui entre les Suns et les Kings. Alors, c'est peut-être pas celui qui était le plus intéressant sur le papier au niveau de l'affiche, mais ça reste quand même deux très bonnes équipes de l'Ouest qui jouent vite, en tout cas qui ont la possibilité de jouer vite et de jouer de manière offensive. C'est peut-être celui qui a le scénario le plus fou, dans le sens où Sacramento menait Ils avaient 17 points d'avance à 5 minutes de la fin. C'est ça, c'est 17 points. 113 à 96, un truc comme ça. Et les Suns sont finis sur un 23-4. Ouais. Donc, gros comeback sur la fin avec Kevin Durant qui met plusieurs paniers à 3 points, Eric Gordon qui en met 2 de suite aussi. Un Grayson Allen énorme sur ce match, c'est lui qui a fini meilleur marqueur des Suns avec 29 points. Et du coup, écoute, belle victoire de Phoenix. Hein, c'est la 3e de suite pour Phoenix, mine de rien. Cette équipe est bizarre, mais il y a des moments, c'est des moments où tu l'attends plus trop, où tu te dis, ils sont chiants à regarder et tout. Bah, c'est là où ils se mettent à gagner plusieurs matchs de suite. Ouais, les Kings ont déconné quand même. Hein. Franchement, les Kings ont déconné parce que c'était pas, pendant 3 quarts temps, ils maîtrisent le truc, ça joue plutôt bien, ils sont en contrôle du match. Et même avec la force de frappe offensive derrière, ils doivent pas perdre ce match. Et après, au crédit des Suns, ils ont commencé enfin à mettre la pression sur Sabonis qui pouvait plus du tout orienter le jeu. Il a quand même eu le temps de finir en triple-double, mais il pouvait plus du tout orienter le jeu. Ils sont devenus très agressifs d'un coup. Grayson Allen, il finit avec 9 paniers à 3 points, record égalé en franchise pour un joueur des Suns. KD fait preuve de sang-froid, il met les lancers qu'il faut à la fin et les Kings ont totalement disparu. Et c'est pas la première fois qu'ils ont des accidents comme ça. C'est un peu dommageable parce que c'est toujours une équipe cool à regarder. La preuve, c'est qu'ils ont malmené l'un des favoris à l'Ouest mais derrière, il y a un petit problème de constance et de régularité. Bon, ils auront peut-être le temps de régler ça, mais c'est un peu dommage. Ouais. Parce que, en fait, le problème des Kings, c'est qu'ils n'ont pas de plancher défensif. Ouais. Du coup, à tout moment, ça peut prendre l'eau. Et cette équipe, qui a été une des belles histoires de la saison dernière, mais sur qui on a souvent nuancé, alors évidemment pas que nous, hein, c'est pas pour nous mettre en avant, en se disant, bon, il faut voir ce que ça donne, on n'est pas... Déjà en playoff, on se doutait que ça pouvait sortir au premier tour. Ensuite, on a dit on n'est pas sûr qu'ils peuvent viser autre chose que quelques qualifs de suite en playoff. Il faudrait vraiment qu'Egan Murray devienne une superstar. Et même si c'est un très bon joueur qui va encore progresser, je ne pense pas que ça deviendra un jour une superstar. Les Kings, c'est une équipe qui est susceptible de faire un move, je pense, autour de la deadline. Ils sont 7e à l'Ouest. La place dans le top 6, leur place dans le top 6 leur est pas du tout garantie. Alors, ils seront à la course tout du long, hein, mais entre Dallas, New Orleans, Sacramento, Phoenix, il y a quand même des équipes très talentueuses et donc du coup c'est pas sûr qu'ils n'ont pas la voie royale. C'est pas comme Cleveland à l'est ou Miami où même si c'est très serré, tu te dis bon a priori ils devraient pouvoir aller chercher leur place dans le top 6. Là Sacramento, c'est pas une garantie. Je serais pas étonné qu'il y ait un move quoi. Ouais, je suis assez d'accord, ça aurait du sens parce qu'il y a cette limite défensive qu'on a déjà constatée l'année dernière, mais il y avait l'effet de nouveauté, le laser, tout ça, les victoires, c'était cool. Et ça reste, je me répète, ça reste une équipe enthousiasmante à regarder. Hein, quand t'as Fox et Sabonis et Monk et Keegan Murray, c'est cool, vraiment cool à voir. Juste là, c'est dommage, tu te dis, ils ont les Suns à portée de main. Enfin, 17 points en 5 minutes, alors à une époque, ça aurait été invraisemblable de remonter ça. Maintenant, avec un coup de 3 points et la NBA d'aujourd'hui, avec le nombre de possessions qui a augmenté, tout ça, c'est faisable, on a déjà vu ça, mais c'est juste dommage. Voilà. Puis les Suns prennent des victoires bonnes pour le moral, mais dans le style, ça me rassure pas toujours des masses. Hein, je vais pas te mentir. On verra aussi. Ils ont la deuxième partie de saison, mais si c'est tout au talent, ça va être compliqué quand même.
Ouais, mais eux, c'est ça, c'est la définition. Après, Grayson Allen, pour le coup, fait une belle saison. Oui, 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 non, Et c'est bien, c'est pas mal du c'est tout. c'est cool pour eux d'avoir ce quatrième mec Mm. qui est finalement le quatrième joueur le plus constant, hein, plus que Nurkic. Alors là, Nurkic, il fait 10,15 rebonds, mais c'est leur quatrième joueur le plus régulier. Enfin, pardon, leur joueur le plus régulier derrière les stars, parce que les stars ne sont pas toujours régulières, Ouais. c'est Grayson Allen du côté de Phoenix. Écoute, le move, ça me fait une transition parce que Sacramento était souvent annoncé sur Pascal Siakam, un Ouais. joueur que tu es souvent prêt à envoyer dans plein Partout. d'équipes, parce que c'est vrai que c'est très intriguant, c'est un très bon joueur, donc ça peut être une addition très intéressante pour plein d'équipes. Ça pourrait l'être pour Sacramento. Sacramento était fortement sur le dossier, mais ça négocie fort apparemment, c'est une des rumeurs rapportées Mm. par Shams Charania, entre Indiana et Toronto. Et ça parlerait d'un deal où Siakam rejoindrait les Pacers en l'échange de 3 premiers tours. Alors j'imagine qu'il aurait dû protéger dans le lot, Ouais. fortement même protégé si c'est 3 premiers tours, Bruce Brown et d'autres salaires, peut-être Buddy Hield, en l'échange de Pascal Siakam. Siakam qui, je le rappelle, est en fin de contrat, donc il a la possibilité de signer où il veut cet été. C'est un peu l'intrigue de ce truc-là, de ce dossier-là, parce qu'il arrête pas de faire comprendre ou de faire savoir qu'il a envie de tester la free agency, qu'il fera aucune promesse à une équipe qui rejoindrait. Ce qui est par exemple, alors je dis pas que ça a été fait comme ça, mais par exemple Anunoby donne l'impression de vouloir rester à New York. Déjà, ça a été communiqué comme ça quand il arrivait. À voir si ce sera le cas, hein, mais Siakam, il a clairement l'air de vouloir tester la free agency et de pas être limité aux équipes qui voudront faire un move là, c'est-à-dire, alors pas les équipes ni les plus gros marchés, ni les contenders directs, c'est-à-dire Indiana, Atlanta. Bon, Dallas, c'est un cas un peu différent, mais j'ai pas l'impression que c'est eux qui vont bouger sur le dossier. Après 3 premiers tours, ça fait beaucoup. Hein. 3 premiers tours pour un joueur en fin de contrat, aussi fort Ouais. soit-il, et même, tu sais, toute l'estime que j'ai, et je pense vraiment que c'est un mec qui peut changer la trajectoire d'une équipe. Ça fait beaucoup. Perdre Bruce Brown, qui est un des joueurs avec l'expérience du titre récent, bon, après, si tu récupères Siakam, ça va. Mais bon, pour Indiana, ça fait partie c'est une des équipes où j'aimerais bien voir Siakam atterrir, donc ça me pose pas de problème. Et Sacramento ouais, m'aurait l'air d'avoir aussi peut-être besoin d'un Siakam. Donc, est-ce que ça va bouger? Je commençais à avoir des doutes vu la pression qu'il mettait sur le fait de ne pas vouloir prolonger là où il irait. Parce que c'est un risque, rends compte, tu lâches 3 premiers tours de draft, même avec des protections. Tu lâches un joueur important de rotation qui est Bruce Brown, un shooter, un des meilleurs shooters de la ligue avec Buddy Hield, même si on sait que lui, il est pareil, la valise elle est prête depuis longtemps. Ça fait beaucoup pour un joueur qui est en fin de contrat. Si tu le perds derrière, c'est une cata. Enfin, donc, Ah bah ouais. ça faudra être prudent pour eux. Moi, je pense que de toute façon, le tampering, on sait que c'est une blague, que c'est autorisé et que si Oui. tu es le GM de l'équipe qui va faire le move, tu vas te renseigner très auprès de Pascal Siakam pour être sûr est-ce que tu viens et tu prolonges après le trade parce que bon, sinon on fait pas le trade quoi. Tu peux, comme tu as dit, tu peux pas sacrifier 3 premiers tours pour une location de quelques mois sans être sûr que derrière le gars il reste ou sans être à peu près convaincu que le mec va rester. Par contre, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Indiana et Sacramento seraient deux équipes intéressantes pour Siakam là pour le coup. Ouais. Aux côtés de Sabonis pour apporter de la défense, remplacer Harrison Barnes en plus fort, quoi, Mm. tout en étant un joueur aussi capable d'avoir le ballon entre les mains. Et du côté d'Indiana, bah, c'est un peu la deuxième star qui manque. Hein. C'est un peu de soutien pour Haliburton. Ça suffirait pas à faire d'Indiana un contender à l'Est, mais ça serait déjà, ils auraient déjà au moins un peu plus d'ambition en playoff. Là, en playoff, je ne vois pas comment Indiana passe un tour. Ça me semble impossible avec leur défense et leur Mm. style de jeu. Là, s'il y a Siakam à Liberton, selon le match-up, petit à petit, ils peuvent déjà remonter au classement, éventuellement tenter de viser quelque chose. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Ouais. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR et les autres rendez-vous sur la chaîne. Demain, il y aura aussi le replay de la Late Session qui est aussi disponible sur Twitch. Hein, et le podcast de lundi est toujours disponible aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos questions. On y répondra dans le 6e CQFR qui Ouais, sera posté samedi matin. absolument. Écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée.